Épique Époque, regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps, animé par Paul Fontenot depuis le Planétarium de Strasbourg. Bienvenue à vous tous ce soir. Merci au Jardin des Sciences et en particulier à Margot Zink qui est la cheville ouvrière de l'organisation de cette série de conférences. Alors, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Paul Fontenot, je suis producteur d'émissions scientifiques sur la radio RCF Alsace, partenaire média des conférences Épique Époque. D'ailleurs, juste pour votre information, on fait une captation audio de la conférence et qui sera mise sous forme de podcast. Vous pouvez voir ici avec le QR code sur le site de RCF Alsace. Voilà. Alors, quand j'ai découvert le titre de la conférence de ce soir, donc que peut-on espérer de la COP16 et du prochain cadre stratégique mondial pour la biodiversité, j'ai cru que j'étais tombé dans une faille temporelle. Pourquoi ? Parce que je me souvenais vaguement qu'en 2015, il y avait eu la COP 21 qui avait abouti aux accords de Paris. Et puis, les COP se sont succédées jusqu'à l'année dernière. On en a parlé beaucoup à Dubaï, la COP 28. Alors là, maintenant, on se retrouve avec la COP 16. Retour en arrière dans la numérotation. Bug, quelque part, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je me suis rendu compte que dans le domaine de l'environnement, il existe 3 COP. Je pense qu'on va nous repréciser tout ça. Né de 3 conventions signées à l'issue du fameux sommet de la Terre de Rio en 92, la COP sur la biodiversité, tiens, voilà, justement, la COP sur la lutte contre la désertification, ça je ne sais pas du tout où on en est, et la COP sur les changements climatiques, qui est la plus importante des 3 et dont on parle le plus souvent. Ah oui, alors là, du coup, je comprends mieux. La COP 16, qui va donc se tenir en Colombie du 21 octobre au 1er novembre, parlera de biodiversité. Bon. Si vous êtes comme moi et que vous avez l'impression d'être un peu perdu, alors vous avez bien fait de venir ce soir parce que je crois que vous allez tout comprendre avec nos spécialistes ici. En effet, que de questions en suspens. Que veut dire l'acronyme COP déjà ? On peut se poser la question. C'est quoi la biodiversité dans ce contexte particulier ? Qui participe à ces COP ? À quoi ça sert ces grands-messes regroupant des milliers de personnes venant du monde entier pour discuter pendant des jours ? Alors, pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous allons croiser les regards de nos 3 intervenants que je vais vous présenter. Michel Durousseau, vice-président de la Société française pour le droit de l'environnement, directeur honoraire du Conservatoire d'espaces naturels d'Alsace. Frédéric Pautz, directeur du Jardin botanique du Grand Nancy, bonjour Frédéric, bonsoir, et de l'Université de Lorraine. Et enfin Pierre Spillevoix, juriste, docteur en droit international de l'environnement, qui nous vient du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Alors ces 3 intervenants vont nous parler, vont nous montrer des choses, mais alors il y a une tradition à Épique Époque, c'est que au fur et à mesure qu'on écoute la conférence, il y a une illustratrice qui est là-haut en régie. Alors l'an dernier, pour ceux qui avaient l'habitude, qui sont déjà venus, c'était Violaine Leroy. Et cette année, nous avons une nouvelle illustratrice, Hélène Bléau, qui donc dessinera au fur et à mesure les choses importantes telles qu'elle les ressent, telles qu'elle les voit, et qui nous présentera son travail. Et ce travail sera aussi disponible après sur le site du Jardin des Sciences. Donc, le dispositif pour ce soir, des interventions mixées. Ces 3 messieurs vont parler un peu tous ensemble, enfin j'espère pas ensemble, mais ils vont parler, ils se sont arrangés entre eux. Des questions. Ça veut dire que n'oubliez pas de noter vos questions, parce que si on a le temps, et je pense qu'on aura le temps, on s'organisera pour avoir un temps de parole pour vous, public, si vous avez des besoins de poser vos questions. On va commencer tout de suite avec Michel Durousseau qui va nous parler, il faut que vous preniez le micro, Michel, qui va nous parler du droit international de l'environnement, etc. etc. Et bonne soirée à vous, écoutez bien, et merci encore à vous 3 d'être là pour nous raconter tout ça. Merci, bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, la question vient d'être posée, la question de fond.
qu'est-ce que sont les COP? Eh bien, tout simplement, c'est les conférences des parties. Lorsqu'on parle de COP, il faut remonter à la source. Il y a toujours un traité international à la base, ou une convention internationale. Et donc, effectivement, il y en a dans différents domaines, climat, biodiversité, désertification, mais il y a également des instances ou des traités qui s'occupent de la mer, par exemple. Donc, conférence des parties, c'est ce qu'on retient. Alors, d'habitude, la réaction lorsque l'on parle d'une COP, ce que j'entends, c'est « mais ça ne sert à rien ». À quoi bon? Puisque ce sont des discours qui se font quelque part à l'ONU ou vous voyez, en tout cas dans un pays lointain. Et pendant ce temps, la biodiversité continue à chuter. Le déclin continue. Donc, à quoi sert une nouvelle conférence, donc la COP16 à Cali? On peut se le demander. Ensuite, on entend une deuxième série de critiques. À quoi peut bien servir le droit international de l'environnement dans la vie de tous les jours ou voilà, à quoi ça sert? C'est une bonne question. Et puis, on entend aussi un autre constat qui est souvent amer, mais vous savez bien comment ça se passe. L'économie a toujours le dernier mot. Voilà. Donc, par rapport à ces questions tout à fait légitimes, je voulais juste faire un petit point de contexte. Qu'est-ce que le droit international de l'environnement? Parce qu'il faut quand même se poser cette question. Alors, c'est un droit qui est fait de relations qui sont complexes, très complexes, avec des interactions entre différents domaines, entre des États, et les avancées sont souvent modestes. Alors, c'est un ensemble de normes, de principes et de règles qui régissent les relations entre les États à propos de la protection et de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. L'objectif, eh bien, c'est d'assurer un développement durable et équilibré tout en préservant les intérêts des générations futures. Voilà, ça c'est vraiment le langage de l'ONU. Et ces objectifs vont reposer sur un principe qui est le principe de solidarité au nom de la protection de biens communs. L'environnement est constitué de biens communs, au pluriel, des biens communs pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures. C'est un ensemble de droits de protection. Il existe plus de 300 conventions ou traités multilatéraux qui tous visent une meilleure protection de tel ou tel élément de l'environnement, de la biodiversité, de la mer, de la faune, de la flore, etc. Ou des forêts. Alors, cet ensemble de principes et de règles, il est composé concrètement de recommandations, d'incitations à respecter des objectifs communs. C'est difficile de faire autrement entre États. Un État qui n'a pas envie d'adhérer à une convention, il ne le fait pas. Personne ne peut l'obliger, certainement pas l'ONU. Et donc, il en résulte un droit souple. C'est ce qu'on appelle dans le langage international la soft law, droit souple, qui est un ensemble de dispositions non assorties de sanctions. Contrairement, par exemple, à un droit qu'on va appeler dur. Je vais par exemple prendre le code de la route. Vous commettez une infraction, elle est constatée, crac, vous avez une sanction, une peine, une amende, par exemple. Ça ne se passe pas comme ça en droit international. Ce n'est pas possible de prévoir, en tout cas dans le domaine de l'environnement, des sanctions parce qu'il y a toujours l'obstacle de la défense des intérêts nationaux. Toujours. Voilà, donc c'est tout de même un domaine qui est marqué par des innovations. Par exemple, la consécration du principe de précaution qui a été affirmé au plan international et qu'on va retrouver ensuite décliné au niveau des droits nationaux. Alors, un mot ensuite sur les acteurs de cette protection internationale de la biodiversité. Alors classiquement, on voit des institutions, d'une part, et la société civile. Souvent en opposition, mais pas toujours. Alors pour les besoins de la conférence, on a mis versus, mais il faut l'envisager aussi de cette manière. Alors l'ONU, c'est vraiment l'instance du débat où tous les États, pratiquement la planète, y sont.
Et l'ONU avait adopté dès 1972 un programme pour l'environnement, le programme des Nations Unies pour l'environnement qu'on appelle le PNU. Il y a eu ensuite des sommets de la Terre. Je suis sûr que vous vous rappelez au moins d'un sommet, celui de Johannesburg en 2002, parce que le président Jacques Chirac, à l'époque, avait dit « la planète brûle et nous regardons ailleurs ». Ça, on s'en souvient en France. Mais comme ça, il y a eu plusieurs sommets. Il y a eu Stockholm en 1972, sommet très important, Nairobi en 82, Rio donc en 92, Johannesburg, j'en ai parlé, Rio à nouveau 20 ans plus tard. Et nous avons une convention importante qui est la Convention sur la diversité biologique, la CDB, qui génère ces COP, dont la COP 16 l'année prochaine à Cali. Elles ont lieu, ces COP, tous les 2 ans, en principe. L'ONU a adopté également une stratégie mondiale pour la biodiversité en 2021, qui est un ensemble d'objectifs, de cibles, non contraignantes, sauf pour les États qui adhèrent et qui veulent bien l'appliquer. Il y a des instances d'experts qui participent aux travaux des représentants des États et de l'ONU. Vous connaissez dans le domaine du climat le GIEC, n'est-ce pas ? Eh bien, il existe dans le domaine de la biodiversité une plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui est l'IPBES, c'est l'acronyme anglais, qui a été créé en 2012. Aux côtés des institutions, on va trouver des acteurs de la société civile, des ONG. Elles sont très nombreuses. Certaines ont une dimension mondiale, d'autres plus régionales, ça dépend. Et on les trouve à tous les sommets, soit en observateur, officiellement accrédités, ou alors elles montent leurs propres événements, comme j'ai pu le voir il y a à Rio +20, où il y avait autant de spectacles sur la plage à Copacabana qu'il n'y en avait dans les enceintes officielles. C'était avec tous les peuples autochtones qui étaient là, enfin c'était extrêmement impressionnant. Beaucoup d'experts scientifiques, techniques, dans tous les domaines qui participent. Il ne faut pas oublier la recherche, les universités, les centres de recherche qui sont sollicités. Et bien sûr, on va trouver des lobbies professionnels, les grands domaines d'activité industrielle qui vont être présents et qui font leur lobbying. Alors, l'objectif numéro 1 de la COP16, ça va être pour les États de présenter une feuille de route sur la trajectoire qui a été adoptée à la précédente COP en 2022. Et les États vont analyser les contributions des uns et des autres aux cibles d'un cadre qui s'appelle le cadre de Kunming-Montréal, puisqu'à l'époque, à cause du Covid, il y a eu la COP 15 qui s'est tenue à Kunming, à distance, en Chine, mais également à Montréal, donc au Canada. Donc, les parties à la Convention sur la biodiversité sont censées montrer l'alignement de leur stratégie nationale et leurs plans d'action nationaux pour la biodiversité avec ce cadre mondial. Donc, chacun va venir à la tribune pour expliquer ce qu'il compte faire ou ce qu'il a peut-être même déjà engagé. Voilà. Ensuite, il va falloir aborder la question des moyens, parce que ça, c'est toujours délicat. Et les États, souvent dans les déclarations devant la presse, s'engagent. Après, c'est une autre paire de manches pour verser, trouver les moyens, trouver les budgets. Alors, vous voyez ce qui se passe actuellement chez nous. Ça va être encore plus compliqué. On verra bien si la biodiversité demeure une priorité. Je suis dans les temps ? Oui. Alors, un mot maintenant sur une grande ONG qui est parfois méconnue du public, mais qui agit depuis très longtemps. Je veux parler de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est une union mondiale qui a été créée après les désastres donc, de la Deuxième Guerre mondiale, à Fontainebleau, en France, en 1948. Elle regroupe des associations nombreuses, mais aussi des agences gouvernementales, des États. Depuis peu, en tout cas pour l'UICN France, des collectivités locales, depuis un congrès qui a eu lieu à Marseille en 2021.
Et cette union mondiale est censée refléter et promouvoir les priorités de la communauté mondiale de la conservation de la nature. L'UICN a un statut à l'ONU, un statut officiel d'observateur à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc on ne peut pas, l'UICN ne peut pas voter, mais elle est là, elle observe, et évidemment va se manifester dans les nombreuses manifestations qui ont lieu à côté des manifestations officielles. C'est ce qu'on appelle en anglais les side events, qui sont extrêmement courus. On va retrouver notamment les médias qui vont s'y intéresser. L'UICN est censé représenter les perspectives politiques de ses membres, de ses nombreux adhérents, au plus haut niveau international de la diplomatie. Et donc, elle prend le pouls de la biodiversité mondiale. Et régulièrement, l'UICN va publier des listes rouges des espèces menacées, des mammifères marins, de la flore, des oiseaux, etc., qui sont des moments importants pour la communauté scientifique parce que c'est le seul endroit où, au niveau mondial, on peut disposer de références solides pour suivre l'évolution de tel ou tel groupe de la faune, de la flore et des écosystèmes. Et la presse fait toujours l'interprète, le relais de ces listes rouges. Ensuite, l'UICN veut éclairer la politique mondiale en apportant d'autres points de vue. Elle souhaite aussi influencer des accords internationaux sur tout ce qui concerne la conservation de la nature et l'utilisation durable des ressources naturelles, notamment des ressources génétiques. Elle apporte un appui à des associations ou à des communautés dans le monde entier pour protéger la nature, conserver la diversité de la nature, veiller à une meilleure utilisation et plus rationnelle des ressources naturelles. Et donc, l'UICN va fonctionner un peu finalement comme l'ONU et va élaborer des recommandations. Ces recommandations, souvent ça prend 2 ans avant une COP, l'UICN commence. Il vient d'avoir la semaine dernière le Congrès français de la nature de l'UICN, j'y étais, et ça phosphorait dans tous les coins avec des motions qui sont préparées, discutées, revues, finalement adoptées, en vue du congrès mondial de l'UICN l'année prochaine, et puis en vue évidemment de la COP 15. Ça remonte de cette manière. Donc c'est un processus de prise de décision qui est multipartite, qui est souvent compliqué, qui ne soulève pas l'enthousiasme des médias et qui provoque des impatiences. Il faut en être conscient. Des associations qui mènent des actions coup de poing, d'éclat, qu'il faut faire également, souvent ne sont pas tirées par ce processus, parce que c'est vraiment par sédimentation, par consensus, on parle beaucoup entre spécialistes, jusqu'à ce que l'on trouve la bonne formulation, et après il faut que ça monte dans les étages. Donc l'UICN a un rôle qui est déterminant dans la création et le développement d'accords internationaux. On peut citer la Convention de Ramsar sur la protection des zones humides d'importance internationale, qui a été adoptée en 1971 à Ramsar. Et nous, en Alsace, on est concernés par une grande zone humide d'importance internationale, qui est le Rhin. Et donc, tant la France que l'Allemagne a classé le Rhin en zone humide d'importance internationale, avec un certain nombre d'engagements qui sont pris par les États. Ensuite, une grande convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages qui sont menacées d'extinction. C'est ce qu'on appelle la CITES, la Convention de Washington, qui régit, si vous voulez, c'est toutes les règles de répression, de prévention, de répression de la contrebande des espèces protégées, et qui, chez nous, en France, va impliquer fortement les douanes, la police de l'air et des frontières, mais également des scientifiques comme le Muséum d'histoire naturelle. Ils jouent un rôle important. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais ça représente des milliards, la contrebande des espèces protégées. C'est un véritable trafic mondial. Il faut citer ensuite la Convention sur le patrimoine mondial, la Convention sur la diversité biologique dont
dont je viens de parler tout à l'heure. Et donc l'UICN va encourager les États à adhérer à ces accords, à pousser. Donc ça, c'est le rôle de l'opinion publique, des ONG et des médias, de faire pression sur les États pour qu'ils ratifient, qu'ils signent et qu'ils ratifient une convention internationale. Voilà, je crois que c'est à toi. Merci beaucoup. Alors moi, je prends le relais de Michel Durousseau pour revenir un petit peu sur l'historique de la Convention sur la diversité biologique. Donc une magnifique photo de la biodiversité. Alors, simplement pour vous donner un petit peu le contexte, donc effectivement, Michel Durousseau l'a déjà un petit peu introduit. Donc cette convention, elle a été signée au sommet de la Terre à Rio en 1992. Donc il y avait effectivement 3 conventions lors de ce sommet de la Terre, lutte contre la désertification, climat et biodiversité. Alors pourquoi le climat est devenu plus important que la biodiversité? Peut-être parce que le sujet est peut-être plus facile d'accès, de parler des émissions de gaz à effet de serre, alors que la biodiversité, ça représente quand même quelque chose d'assez abstrait pour la majeure partie des gens. Et effectivement, il y a eu un investissement plus grand de la part des États sur les questions climatiques plutôt que les questions de biodiversité. Néanmoins, donc c'est une convention extrêmement importante également. Elle réunit 196 parties. Donc c'est assez considérable, à mentionner l'absence des États-Unis d'Amérique qui n'ont jamais en fait ratifié cette convention, et donc elle s'appuie sur 3 grands piliers: la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de la biodiversité et le partage des avantages issus de la biodiversité. Alors ça, c'est un des éléments en fait qui est intéressant dans cette convention. Alors parmi les éléments très intéressants à mentionner pour la CDB, il est nécessaire de mentionner que c'est la convention qui, la première, consacre une valeur intrinsèque pour la biodiversité. Ce qui est particulièrement intéressant, y compris en fait sur le plan juridique, parce que qui dit valeur intrinsèque de la biodiversité dit potentiellement détachement de la biodiversité de l'humain, et donc potentiellement, certains en appellent à cela, la consécration d'une personnalité juridique pour la nature. Un autre élément très intéressant aussi dans cette convention, c'est effectivement ce fameux partage des avantages, donc issus des ressources génétiques. Donc c'est une convention qui vient également légiférer sur le niveau génétique de la biodiversité. Donc effectivement, les banques de gènes, etc., doivent également être régulées. Un accès à ces gènes en fait doit être garanti, et donc il y a aussi une certaine dynamique internationale à cet égard pour éviter bien évidemment que les pays les plus riches s'accaparent la génétique en fait des plantes qui sont en fait dans les pays les plus pauvres. Donc c'est un enjeu particulièrement important, et en particulier pour la COP16. Je vais y revenir. Mais donc normalement s'affiche un schéma pour vous montrer un petit peu les grandes étapes d'évolution de cette convention. Donc ça a démarré en 1992. Vous voyez que parmi les étapes importantes, est à mentionner qu'en 2002, il y a eu un premier cadre stratégique mondial. En 2003, a été conclu ce qu'on appelle un protocole additionnel, donc en l'occurrence le protocole additionnel de Carthagène, qui vient en fait légiférer les questions relatives à la biodiversité, mais en particulier sur les organismes vivants modifiés, donc, ou plus grossièrement les questions liées aux OGM. La deuxième phase, donc, on voit qu'il y a une accélération effectivement de la construction du régime international de la biodiversité, qui a abouti à une COP très importante, la COP de Nagoya, où on a adopté à la fois un nouveau cadre stratégique mondial, qui a été mentionné, dont on connaît l'existence sous l'acronyme les objectifs d'Aichi, et également un protocole additionnel, le protocole de Nagoya, justement sur cette question du partage des avantages des ressources génétiques. Donc ça, c'était la deuxième phase. Donc le cadre stratégique d'Aichi était vraiment déjà extrêmement intéressant en termes d'objectifs fixés, de cibles. Il y avait déjà des objectifs très
très précis relatifs à la protection de la biodiversité mondiale. Et donc, il y a eu une évaluation qui a été faite, la mise en œuvre de ce cadre, qui a précédé, bien sûr, la conception du nouveau cadre stratégique. Et force est de constater que les objectifs n'avaient pas été atteints. Bon, après, il y a une évaluation en pourcentage par cible. Certaines cibles atteignent quasiment les 100%, d'autres cibles sont plutôt à 40%. Enfin, voilà. Donc les pays se sont à nouveau réunis sur cette base-là et ont décidé effectivement de la conception d'un nouveau cadre stratégique, le cadre stratégique Kunming-Montréal. Alors, diapo suivante, vous allez voir la photo normalement du siège de la Convention sur la diversité biologique, le siège du secrétariat. Donc le secrétariat est situé à Montréal. Diapo suivante, c'est une diapo qui vise à vous montrer un petit peu comment fonctionne de l'intérieur une convention multilatérale de l'environnement de ce type-là. Donc on voit qu'en fait, bien sûr, ceux qui ont le rôle central, ce sont les parties. Alors ce qu'on appelle les parties, c'est à la fois les États membres, mais également, comme l'a mentionné Michel Durousseau, des groupes d'experts, la société civile, un certain nombre d'acteurs, y compris des acteurs industriels, donc, qui participent donc, à ces mécanismes de cette convention. Ils prennent part à un certain nombre de réunions, dont la conférence des parties, qui est donc la principale, la plus importante, qui a lieu tous les 2 ans pour ce qui concerne la CDB, alors que pour le climat, c'est tous les ans. Donc c'est pour ça qu'il y a un écart dans la numérotation. Donc cette COP s'appuie sur des réunions intermédiaires. Donc notamment pour ce qui concerne la CDB, on peut mentionner l'existence d'un organe scientifique et technique, qu'on appelle en anglais SUBSTA, et d'un organe chargé des questions de l'application, de la mise en œuvre, donc SBI en anglais, ou OSA, et d'un groupe de travail 8J. Donc ça, le 8J, c'est un article de la Convention, et c'est également quelque chose qui est très intéressant à mentionner. C'est un mécanisme institutionnel qui permet aux populations autochtones, aux peuples autochtones, de s'exprimer dans le cadre de cette convention, puisque en fait, c'est souvent des peuples qui sont directement concernés par cette conservation de la biodiversité, qui ont un mode de vie qui fait que si on détruit la biodiversité, on détruit aussi également leur culture. Donc, schématiquement, vous voyez que la COP s'appuie en fait sur ces organes intermédiaires qui vont en fait émettre des rapports, des avis, et ensuite la COP, avec tous les États, les évalue pour ensuite prendre des décisions qui ensuite reviennent aux parties chargées de les appliquer. Donc, diapo suivante, vous allez voir une photo d'une convention, d'une conférence des parties, donc ça ressemble à ça. Et sur la diapo suivante, vous allez voir comment ça s'organise très concrètement. Donc une salle de conférence des parties, donc vous avez la présidence, bien sûr, tout devant, donc qui est chargée de distribuer la parole, assistée par le secrétariat. La présidence, c'est à la fois les membres du bureau de la conférence des parties, mais également les représentants de l'État, la puissance accueillante, la puissance qui accueille l'organisation de la conférence des parties. Puis ensuite, les États sont classés par ordre alphabétique. Et donc chaque État a le droit à la parole. Alors à mentionner que pour ce qui concerne les États de l'Union européenne, ils s'expriment ensemble. Donc oui, ça sert à quelque chose, l'Union européenne. Il y a une coordination de l'Union européenne pour porter en fait la voix des États de l'Union européenne en commun. Et tout à la fin tout au fond de la salle, vous avez les observateurs, donc effectivement les représentants de l'IUCN, d'un certain nombre d'ONG, et également les entreprises qui sont bien là. La diapo suivante, vous allez voir également une photo d'une conférence des parties. Donc vous voyez les noms des pays. Et donc sur ce plan, je vais vous parler davantage des dynamiques nationales, géopolitiques, puisque en fait, comme dans n'importe quelle convention, il y a des enjeux forts, par rapport aux régions du monde, mais également des enjeux forts par rapport effectivement à certains États. Alors déjà, pourquoi la Colombie ?
puisque effectivement la COP, la 16e conférence des parties, aura lieu à Cali. Donc cette année, en fait, c'est très bientôt, c'est du 21 octobre au 1er novembre. Pourquoi la Colombie? En fait, il y a un principe pour les COP, c'est qu'on demande en fait à chaque région du monde d'accueillir une COP donc à intervalles réguliers. Donc, selon l'ONU, en fait, il y a 6 grandes régions. Vous allez le voir sur la diapo suivante. Donc chaque région propose à intervalles réguliers l'organisation de cette COP. Et ça devait être la Turquie pour la COP 16. Mais malheureusement, vous l'avez su, il y a eu des tremblements de terre extrêmement meurtriers en Turquie. Et donc la Turquie s'est retirée, a dit on ne sera pas en capacité d'organiser cette COP. Et donc la Colombie a pris le relais. Colombie qui était très motivée pour parler des questions de la biodiversité avec un nouveau gouvernement qui vient d'être élu, un gouvernement de gauche, qui veut se saisir des questions de la biodiversité pour aussi faire la paix. Donc leur grand slogan, c'est la peace with nature, donc la paix avec la nature. Donc se servir des questions de la conservation de la biodiversité pour faire la paix dans le monde entier, mais également pour ce qui concerne le territoire de la Colombie, la paix bien sûr avec des groupes armés autonomes, ce qu'on appelle les FARC. Donc il y a un important enjeu également sur le plan national pour eux de porter ce genre de sujet. Et d'ailleurs, le choix de Cali n'est pas anodin par rapport à ça, puisque c'est une ville en fait qui est très proche des zones d'influence des FARC. Habituellement, ce genre d'événements sont organisés en fait à Bogota. Et donc là, ils ont choisi Cali, justement dans cette optique-là. Et donc, voilà. Vous voyez la répartition en fait des régions reconnues officiellement par l'ONU. Donc vous voyez que d'ailleurs pour l'Europe, il y a l'Europe de l'Est et il y a l'Europe de l'Est et centrale et l'Europe de l'Ouest. Voilà, c'est une répartition qui est aussi issue de l'ancienne répartition du monde avec l'ex-URSS. Mais bon, c'est resté comme ça. Et donc chaque région a des réunions régionales, voilà, de coordination avant la COP pour essayer de porter des sujets en commun. Pour ce qui concerne cette COP, donc les enjeux sont en fait la mise en œuvre du nouveau cadre stratégique mondial. Donc définir très clairement quelles vont être les modalités de cette mise en œuvre, en particulier la question en fait de l'évaluation de la mise en œuvre, avec la définition d'indicateurs. Michel Durousseau pourra y revenir. Il y a également la question du financement de la mise en œuvre de ce cadre stratégique mondial, puisque effectivement, ça demande des sous de mettre en place ce genre de procédure. Et donc, les pays à la COP 15 ont décidé de la création d'un fonds mondial consacré à la biodiversité, adossé au Fonds mondial pour l'environnement, donc un fonds onusien qui a été créé expressément pour les questions environnementales. Et une des questions, pour vous montrer un peu les dynamiques régionales opposées, une des questions c'est est-ce qu'on utilise vraiment ce fonds ou est-ce qu'on en crée un autre? Donc est-ce qu'on utilise un fonds adossé à l'ONU ou est-ce qu'on crée un autre fonds adossé à d'autres structures? Donc par exemple l'Afrique est pour la création d'un fonds autonome. Alors qu'en ce qui concerne l'Union européenne, il y a le soutien de la solution d'un fonds adossé au Fonds mondial pour l'environnement. Donc voilà, il y a ce type de dynamique. Une des questions importantes aussi, c'est ce qui concerne le partage des avantages, puisque en plus maintenant de la question des ressources génétiques matérielles, il y a ce qu'on appelle la question de la dématérialisation de ces ressources génétiques, en fait les informations génétiques. Donc les séquences d'informations génétiques sont également concernées par ce régime. La question avait été posée aux États, est-ce qu'on étend finalement le régime consacré à la conservation des ressources génétiques également aux informations de séquençage génétique, puisque maintenant on a les techniques pour séquencer ces informations. Et donc a priori c'est oui. Et donc il y a toute une stratégie, toute une négociation stratégique à ce propos, qui est très importante, puisque, comme je vous l'ai dit, la maîtrise de ces informations peut générer potentiellement beaucoup d'argent, mais également a des implications, par exemple, sur la liberté de la recherche, sur l'accès aux connaissances, et bien sûr sur la souveraineté d'un certain nombre d'États. Voilà un petit peu ce que je peux dire
sur les dynamiques régionales et donc la COP16 qui va arriver. Donc je repasse la parole à Monsieur Durousseau. Merci Pierre. Il y a déjà plein de questions qui me viennent en tête et je pense que le public, ça sera pareil. Mais on y dira un peu plus tard sur les questions et effectivement, Michel, vous allez reprendre la parole pour continuer sur cette partie. Oui. Alors, je reviens à l'UICN qui prépare la COP. Alors, cette Union mondiale a fait des propositions. Je voulais juste en évoquer quelques-unes. La première proposition, c'est inviter les États à mettre des moyens. Parce qu'on y arrive vraiment. C'est un véritable problème. Là, c'est mieux. Donc, mettre des moyens, ça s'appelle diplomatiquement mobiliser des ressources. Mais c'est trouver des sous, voilà, pour combler les besoins qui existent, les besoins constatés. Il ne s'agit pas maintenant de faire de nouvelles investigations. Donc, vous voyez, on a vraiment un gap, là, vraiment un retard. Ensuite, l'UICN demande une gestion réaliste des espèces envahissantes, ce qu'on appelle les invasions biologiques. Est-ce que ça vaut la peine de s'opposer, enfin d'essayer d'éradiquer certaines espèces qui envahissent? Est-ce qu'elles ne sont pas finalement déjà là et s'acclimatent? Avec le changement climatique, là, il y a un facteur exponentiel. Et si oui, comment on fait? Voilà. Actuellement, on a peut-être un peu l'impression qu'au niveau mondial, ça part dans tous les sens ou que ce n'est pas du tout traité correctement. Sans doute que tu pourras dire quelque chose après. Ensuite, l'UICN a demandé ou va demander donc une approche intégrée des questions de santé. C'est ce qu'on appelle une seule santé, c'est-à-dire la santé humaine, la santé animale, la santé des écosystèmes et le climat. Ça va ensemble. Aujourd'hui, c'est abordé en silos, de manière séparée. Et on le voit bien avec les épisodes du Covid, les zoonoses qui se multiplient, que les contacts entre des espèces vivantes qui sont obligées finalement, qui ont des territoires plus restreints, et les communautés humaines peut provoquer des départs d'épidémies qui vont se propager après au niveau mondial. Il y a un véritable enjeu. Là aussi, il est demandé à la COP d'aborder maintenant cette question plus haut niveau. Ensuite, il est demandé d'insérer un article sur la biodiversité dans le traité sur la pollution par les plastiques, traité qui est en cours de négociation. Des plastiques, il y en a partout, absolument partout. Et donc, il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement pour les êtres humains, mais également pour l'impact sur la biodiversité de manière générale. L'UICN se préoccupe beaucoup des grands équilibres marins. Vous savez que la mer, c'est les plus vastes étendues sur la Terre, qui sont des sources de biodiversité absolument formidables, mais qui sont menacées de plus en plus. Et donc, l'UICN apporte un soutien à la création effective des zones marines d'importance écologique ou biologique. Donc, c'est un outil qui reste encore à parfaire et il faut lui donner vie. Ensuite, on a également la promotion des solutions fondées sur la nature. On en parle beaucoup, mais on est très loin encore d'investigations concrètes dans ce domaine. Et alors ça ne s'invente pas, l'UICN demande à l'ONU de tenir compte des expertises et des avis de l'IPBES et du GIEC, qui sont spécialement créés justement pour apporter une expertise. Et on voit bien qu'il y a là aussi un trop grand différentiel entre ces avis de haut niveau qui sont donnés par les scientifiques du monde entier et ce qu'en font après les décideurs. Et enfin, il y a une préconisation qui concerne la coopération régionale et mondiale. Quand on dit régionale, par exemple, l'Europe forme une région. Donc, renforcer cette coopération entre toutes les instances concernées, parce que là aussi, aujourd'hui, on constate un repli plutôt des États sur leurs problèmes, leurs priorités,
Et tout ça, c'est, ma foi, reculer pour devoir mieux sauter un jour. Alors, je voulais faire un petit développement sur une notion qui est un peu nouvelle dans les aspects juridiques. Vous savez que dans les politiques ou dans des domaines, je ne sais pas moi, de l'économie, il est courant d'avoir des indicateurs. Alors, on dit, oh là là, des normes, des indicateurs, c'est technocratique, c'est métrique, c'est réduire à des chiffres, des réalités. Oui, mais quand on engage des moyens publics, des politiques publiques, il faut bien avoir des curseurs, mesurer les avancées. Est-ce qu'une politique publique, par exemple, à travers la biodiversité ou la santé, est-ce qu'elle est efficace ? Il faut bien pouvoir le mesurer. Or, il existe des méthodes. Ce ne sont pas ces outils ou ces méthodes qui sont critiquables, c'est quand on ne fait plus que ça ou que le citoyen ne comprend plus à quoi servent des indicateurs, que là, effectivement, la question de l'intérêt d'avoir des indicateurs peut se poser. Alors, on a remarqué qu'il n'existait pas d'indicateurs au niveau juridique. On ne sait pas. Et donc, on ne parle plus d'efficacité dans ce cas-là, mais une notion, qui est une notion juridique, est celle de l'effectivité. Voilà. Donc, une méthode a été mise au point au Centre international de droit comparé de Limoges, qui regroupe des chercheurs français et puis du monde entier, qui a défini 6 familles de critères que l'on peut appliquer pour mesurer l'effectivité de la mise en œuvre d'une loi, d'un décret, d'une convention. Voilà. C'est un outil nouveau dont, d'ailleurs, maintenant, l'UICN demande également la mise en œuvre au niveau international. Alors, ça va être compliqué pour mesurer l'effectivité de la mise en œuvre de la convention sur la diversité, mais avec de la volonté et en faisant travailler des équipes dans le monde entier, on peut y arriver. Et ça sera très intéressant de voir les résultats. Est-ce que les États appliquent bien les obligations qui sont dans la Convention sur la biodiversité ? Personne ne le sait. Si, sur le site web d'un ministère ou dans je sais pas moi, un flux de communication, tout va bien. On nous dira toujours que c'est appliqué. La France a signé, l'Allemagne a paraphé. OK, circulez, il n'y a rien à voir. Non, non. Il faut aller voir ce qui est écrit, quels sont les engagements, est-ce qu'ils ont été mis en œuvre effectivement. Par exemple, quand une convention prévoit qu'un État membre doit mettre en place un plan national de restauration ou de conservation, il ne suffit pas qu'on nous dise « oui, oui, on l'a fait ». Non, il faut aller voir. Ça a été fait où ? Avec qui ? Comment ? Est-ce que ça a été publié ? Est-ce que le public a accès à l'information ? Où sont les données ? Est-ce qu'il y a des bilans qui sont faits de temps en temps, des rapports qui soient publiés également ? Voilà. C'est ça qui permet après aux uns et aux autres de se faire une idée. Donc il y a cette dimension accès à l'information et démocratique, c'est-à-dire que le public doit avoir accès à ces informations, qui est au moins aussi importante que le contenu même du message, enfin des données qui sont traitées. Cette méthode donc, pourrait être appliquée à la Convention sur la diversité biologique, et elle fait actuellement l'objet d'un rodage à grande échelle sur 2 conventions. La Convention de Ramsar sur la protection des zones humides d'importance internationale, dont j'ai parlé, donc il y a des juristes qui travaillent là, sur plusieurs continents, et la Convention de Barcelone sur la protection de la Méditerranée. Voilà, ce sont quand même deux sujets qui sont sensibles. Et donc l'UICN, pas plus tard que l'UICN France, pas plus tard que la semaine dernière, a donc là aussi adopté une motion pour demander l'application, peut-être expérimentale, mais l'application d'indicateurs à la Convention sur la biodiversité. Voilà. Merci. Alors, on va faire juste une petite pause pour regarder ce que nous a déjà fait Hélène. Donc, Hélène Bléau, qui a commencé à travailler pendant que ces messieurs parlaient et qui a commencé à essayer de nous illustrer tout ce qui a été dit,
qui va nous donner une forme de résumé. Alors, déjà, on voit bien la tête, là, tout de suite de Michel, qui va se reconnaître, peut-être, j'espère. Et puis, avec déjà les mots-clés de ce qu'il a raconté, avec éventuellement des définitions, l'importance des différents partenaires, etc. Voilà, ça va se présenter un peu comme ça. Est-ce qu'il y a déjà un autre petit morceau qui est entamé? Alors là, il n'y a que lui, voilà, il y a juste la tête et à l'envers, donc ça va venir. Bon, vous voyez, c'est un travail en cours. Alors, pour continuer, et puis on regardera tout à l'heure jusqu'où elle a pu aller. Pour continuer sur ce sujet, là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique, puisqu'on va s'occuper de la biodiversité d'un point de vue tout à fait spécial et tout à fait particulier, qui nous intéresse d'ailleurs tous ici à Strasbourg, parce qu'on est très fiers de notre jardin botanique. Voilà. Et donc, on va écouter maintenant Frédéric Potts, qui est directeur du jardin botanique de Nancy, et qui va nous raconter en quoi tous les élucubrations qu'on a entendues là, et la législation, la politique, etc., impactent la gestion et l'organisation des jardins botaniques, si j'ai bien compris. C'est ça. Moi, je commence par dire que j'ai passé la journée avec mon collègue de Strasbourg. Et vous avez la chance, effectivement, à Strasbourg, d'avoir un des plus grands jardins botaniques français, universitaires. Les jardins botaniques peuvent être soit rattachés à des collectivités territoriales, soit à des universités. Et vous, à Strasbourg, effectivement, votre jardin est universitaire. Voilà. Alors, les jardins botaniques sont des vieilles institutions, bien évidemment, plusieurs centaines d'années. Et effectivement, pour faire le lien avec mes collègues, je vais essayer de vous montrer comment nous, effectivement, d'un point de vue pratico-pratique, on arrive comme des acteurs, en fait, de tout ce qui peut être discuté et décidé dans ces instances mondiales. Alors, je dirais que la première contribution, c'est qu'on a dans les jardins botaniques des patrimoines qui sont accumulés sur des centaines d'années. À Strasbourg, il y a un herbier absolument monumental, un des plus grands herbiers français. Et depuis des siècles et des siècles, quand on voit une carte comme celle que vous avez au-dessus, c'est bien évidemment le travail de centaines d'années de botanistes ou de zoologues. Moi, je parle que de la partie botanique, mais c'est la même chose. Ces cartes que vous avez là, où je vous ai juste fait le focus sur les hotspots mondiaux, c'est avant d'arriver à des stratégies et autres, la première chose, c'est des inventaires. Et pendant très très longtemps, les spécialistes, notamment de botanique, étaient dans les jardins botaniques, qui aujourd'hui, effectivement, ont du patrimoine vivant et non vivant, des collections d'herbiers, et du patrimoine vivant, puisque nos vieilles institutions, en Europe comme en Amérique du Nord, un peu moins, mais beaucoup en Europe, sont des institutions qui ont accumulé, je vous en parlerai tout à l'heure, des milliers, des dizaines de milliers et jusqu'à parfois 40 000, 50 000 plantes collectées allègrement, je ne sais pas si on sera amené à en parler, pendant des siècles et des siècles à travers le monde et accumulées dans des instances botaniques. Voilà. Alors, ça c'est un deuxième point. Là, on rentre dans des choses beaucoup plus concrètes, puisque l'évolution des jardins botaniques au cours du temps, elles ont eu différentes missions. Et depuis qu'on a pris conscience effectivement de ces concepts de protection de l'environnement, eh bien, les jardins botaniques, non pas de manière in situ, comme peuvent le faire les conservatoires botaniques nationaux ou des parcs nationaux ou d'autres statuts juridiques, les jardins botaniques participent à ce qu'on appelle la conservation ex situ. Et nous avons effectivement là un objectif en 2030 qui est de protéger de manière ex situ 30% de la biodiversité mondiale. En l'occurrence, dans notre cas, 30% de la biodiversité végétale, avec un réseau mondial, puisque les jardins botaniques, on a un réseau qui est national, qui s'appelle Jardins botaniques de France et des pays francophones. En France, il y a à peu près 70-80 jardins botaniques, dont à peine une vingtaine qui sont vraiment d'envergure et qui ont les moyens de faire de la préservation, de la protection, de la sensibilisation. Et on a également un réseau mondial, où là, pour le coup, on est 2200
Lorsque les textes sont édictés au niveau international, bien, les jardins botaniques sont en première ligne pour ce qui concerne la biodiversité végétale. Alors, je vais même me lever pour présenter les choses. Et en ce qui concerne la biodiversité ex situ, eh bien, on se rend compte que les jardins botaniques sont des acteurs, mais il y a tout un tas d'autres structures qui peuvent interférer et agir dans la conservation ex situ. En ce qui concerne le BGCI, donc vous avez ici, en haut, au milieu, le plus grand jardin botanique au monde qui est connu, c'est Kew Garden, à Londres, dans la banlieue de Londres, si vous avez déjà visité cette institution. Eh bien, une des premières contributions qui répond à des objectifs internationaux, c'était de faire un inventaire de toutes les plantes utiles qui ont, d'une manière directe ou indirecte, une utilité pour l'homme. Donc ça a été un énorme travail d'une dizaine d'années. Et il y a 34 000 espèces végétales, 34 000, donc c'est presque un dixième des espèces connues, qui ont une interaction, une interface ou une utilité pour l'homme, avec toutes les conséquences ensuite qu'on verra sur ces utilisations. On peut passer la diapo suivante. Voilà. Et donc ces préoccupations, eh bien, elles font l'objet de congrès mondiaux. Le dernier en date, c'était il y a 2 mois. On s'est réunis donc à Singapour pendant toute une semaine. Donc il y avait 900 personnes. Et on se rend compte, quand on écoute les collègues coréens ou sud-américains, que tous ces textes qui sont édictés, chacun dans son pays, on les met en œuvre les uns avec les autres, avec parfois notre sensibilité, en fonction des différents pays, mais globalement, les lignes directrices qui sont édictées au niveau international, eh bien, chacun dans notre pays, on la décline. Alors, ce qu'on peut regretter pour nous en France, on en parlait tout à l'heure avec le collègue, c'est qu'au niveau national, sur 900 personnes, à Singapour, il n'y avait que 2 Français. Voilà. Il n'y avait que 2 Français, il y avait 2 Suisses et il y avait 2 Belges. C'est que malheureusement, la botanique en France, ça ne va pas très bien. Il n'y a plus tellement de gens qui vont faire des inventaires et qui participent à des programmes internationaux ou autres de protection. Alors ça pose vraiment des problèmes, notamment concernant l'UICN. Tout à l'heure, Michel a parlé des listes rouges. Les listes rouges, elles sont établies sur la base d'experts. Et s'il n'y a plus d'experts pour avoir le niveau de rareté et déterminer la raréfaction et les menaces qui pèsent sur les espèces, eh bien, c'est difficile d'établir des listes après. Donc il faut encore des systématiciens, et malheureusement, on en a de moins en moins en France. Et aujourd'hui, les systématiciens, il y en a à Strasbourg. Vous avez encore un beau département de botanique à l'université. Mais malheureusement, les botanistes, il y en a entre l'université et les jardins botaniques, il y en a malheureusement de moins en moins. On peut passer la diapo d'après, si vous voulez. Voilà. Alors, un des éléments aussi, c'est que la dégradation, malheureusement, les dégradations sont très, très intenses. Et ce que font les jardins botaniques, c'est que, en lien avec les gens qui font de la conservation sur le terrain, on doit malheureusement prioriser. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, compte tenu que la biodiversité est répartie de manière non uniforme, pour tout un tas de raisons, historiques, climatiques, géologiques, biogéographiques et autres, eh bien, on est amené, dans des groupes de travail à l'échelle nationale et internationale, à prioriser dans des zones particulières, qu'on appelle des zones prioritaires pour la sauvegarde de la biodiversité. Et c'est sur ces zones-là qui, sur des surfaces parfois moindres, eh bien, permettent de conserver un maximum d'espèces dans le but d'assurer la survie de toute cette biodiversité sur le long terme. Vous pouvez passer. Alors ça, c'est la diapo dont je vous parlais tout à l'heure sur les listes d'espèces. Effectivement, les jardins européens, vous prenez le Muséum d'histoire naturelle de Paris qui a plusieurs annexes, ou les grands jardins mondiaux, eh bien, on a accumulé des dizaines de milliers d'espèces. Alors, parmi celles-ci, et pour faire le lien avec ce qu'ont dit mes collègues, je peux vous parler de quelques groupes d'espèces. Les premières d'entre elles, eh bien, c'est des groupes qui ont un statut à l'échelle internationale, qui sont sur la liste rouge. Nous, à Nancy, par exemple, on en a presque 1 millier quand même, donc, dont certaines qui sont
menacées, en voie de disparition, et on a même quelques espèces qui sont éteintes dans la nature et qui ne sont aujourd'hui préservées que grâce à des programmes de conservation ex situ entrepris par des jardins botaniques isolément ou alors dans le cadre d'échanges, puisqu'on a énormément d'échanges entre jardins botaniques à l'échelle nationale et internationale. Donc le rôle des jardins botaniques, notamment pour ces plantes de la liste rouge, sont très très importantes. On a également des listes de protection à l'échelle nationale, je pense à la liste de 82, la liste nationale des plantes protégées. Eh bien, les jardins botaniques ont également une mission, en lien avec tout un tas d'autres structures, d'aller inventorier, expertiser, collecter, participer, etc., à la sauvegarde de notre patrimoine, de nos espèces protégées à l'échelle nationale. Et parfois, après on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a des listes régionales qui ont été faites également. Donc les jardins botaniques, avec les conservatoires botaniques, notre jardin botanique est membre de ce qu'on appelle le conservatoire botanique. Collègues de Strasbourg le sont aussi. Ça, on peut peut-être le dire, on est en phase de négociation actuellement, âpre. On est en train de créer la région Alsace-Lorraine. On ne peut pas en être fier, mais on était la dernière région française à ne pas être couverte par un conservatoire botanique, pour tout un tas de raisons. Et là, tout un tas de structures, Mulhouse, Metz, Nancy, Strasbourg, etc., etc. On dépose l'année prochaine un agrément et on va avoir un conservatoire botanique pour la flore d'Alsace-Lorraine. Et les experts des jardins botaniques, collègues de Strasbourg et autres, on sera tous dedans pour aider à inventorier et sauver toute cette flore locale. Alors, dans ces collections botaniques, on a d'autres plantes que ceux en voie de disparition. On a toute une série de plantes qui servent à l'éducation à l'environnement. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que dans ces stratégies internationales, on parle de texte, mais en fait, il y a énormément d'éléments qui montrent l'implication des populations qui ont un rôle important à jouer. On a parlé des peuples autochtones, à la fois dans la biodiversité qu'ils utilisent, mais également dans les pratiques traditionnelles. Il y a tout un tas de textes sur les savoir-faire traditionnels. Et donc, les jardins botaniques sont des portes d'entrée très importantes pour la sensibilisation des populations, des publics et des adultes. Et donc, on a également tout un tas de collections, puisqu'on est vraiment des lieux extrêmement importants pour ça. Et puis, pour faire le lien avec ce que disaient mes collègues aussi, on parlait de CITES et de transport des plantes. Eh bien, les jardins botaniques sont des lieux de réception de plantes qui sont issues de trafic. Et en avril dernier, on a eu un bel événement à Nancy. Il y a beaucoup de plantes qui ont été saisies au cours des dernières années, notamment à l'aéroport de Roissy et l'aéroport d'Orly, puisqu'il y a des plantes qui sont collectionnées. Souvent, ça c'est un des problèmes, c'est que dans la presse, on parle toujours des tigres, des éléphants, des baleines, mais dans les commissions UICN, tous les 2 ans, il y a des choses également qui se passent sur les végétaux. Et donc, il y a des saisies de douane. Et ces saisies de douane, le muséum en a des serres remplies à Paris, avec des milliers et des milliers de plantes, qui sont des plantes qui sont issues de trafic parce qu'elles sont vendues extrêmement chères. Et donc, dans le cadre du réseau national des jardins botaniques, en avril dernier, on a récupéré, nos collègues du Muséum de Paris nous ont ramené des plantes et on participe malheureusement à assurer une seconde vie à toutes ces plantes qui sont arrachées et prélevées de manière illégale. Donc, arrachage dans la nature, ce qui est illégal, transport de ces plantes-là à l'échelle internationale. Donc, on participe à travers toutes nos collections à ces plantes-là. On peut continuer si vous voulez. Ouais. Alors, dans ce programme qui a pour objectif de se clôturer en 2030 par la sauvegarde de 30% des surfaces terrestres pour la sauvegarde de la biodiversité et 30% de cette préservation de manière ex situ, un des problèmes concrets qu'on a eu, c'est qu'à l'échelle européenne, comme je vous l'ai dit, les jardins botaniques, ça fait des centaines d'années qu'ils existent et ça fait des centaines d'années qu'on s'échange des plantes. Des plantes d'Allemagne vont en France, des plantes d'Angleterre vont en Irlande, etc., etc. Et en fait, depuis 200 ans, on a un certain nombre de plantes qu'on s'échange, qui sont parfois les mêmes, en fait. Donc, on les échange avec des noms différents, mais en fait, c'est les mêmes. Donc, c'est le même patrimoine végétal, la même diversité, qu'on s'échange allègrement depuis des centaines d'années. Donc, une des premières déclinaisons fortes qu'on a dû faire, c'était une clarification à l'échelle européenne, et on a créé un réseau qui s'appelle IPEN, c'est-à-dire que toutes les grandes jardins botaniques européens, on a dû donc identifier que telle espèce collectée à tel endroit, selon tel collecteur, on lui attribue un numéro. Et lorsqu'on va prendre cette plante, qu'on va la donner à nos collègues de Munich
ou de Francfort, ou de Stuttgart, ou de Pise, eh bien, ce numéro-là va être le même numéro dans tout un réseau européen, afin d'éviter des doublons et qu'on s'échange des plantes qui soient identiques. Donc, vous voyez, ça, c'est typiquement, lorsqu'on dit on a une stratégie de préservation de manière ex situ, eh bien, nous, concrètement, très vite, on a dû se structurer à l'échelle européenne pour créer ce réseau d'échange, pour qu'on soit sûr de la traçabilité et de la validité génétique de ce patrimoine végétal, par exemple. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Mise en application pratique pour les jardins botaniques, acquisition. Donc ça, c'est la déclinaison qui a été faite. Là, je voulais vous parler de cette plante, c'était pour faire allusion à ce que disait Michel, et j'ai choisi volontairement celle-ci. C'est celle que vous avez au bord de la route en ce moment, qui fait des belles autoroutes toutes jaunes si vous circulez le soir. C'est magnifique, ça s'appelle Senecio inaequidens. C'est une plante qui vient d'Afrique du Sud. Voilà. Donc son pays naturel, c'est l'Afrique du Sud. En ce moment, en Afrique du Sud, on est au printemps. Donc, soyez pas surpris. Vous vous dites pourquoi il y a une belle fleur jaune en ce moment pendant 2 mois. C'est qu'elle vient d'Afrique du Sud et qu'en ce moment, en Afrique du Sud, c'est le printemps. Voilà, donc typiquement, ce qui est demandé également dans les jardins botaniques, c'est une application dans ce qu'on appelle les EEE, espèces exotiques envahissantes. Eh bien, on est des acteurs visant à sensibiliser, inventorier, diagnostiquer. On a des gens qui tournent dans la nature et malheureusement, tous les 100, on identifie des nouvelles espèces qui potentiellement peuvent perturber les différents écosystèmes. Et donc, à ce titre-là, il faut savoir que les jardins botaniques, on échange à l'échelle mondiale du matériel végétal. Et on a des règles, on a des certificats phytosanitaires, on a des permis d'exportation. Et donc, on a tout un code. On travaille énormément avec les douanes. Parce qu'en fait, tous nos échanges mondiaux qui existent depuis plus d'1 siècle, qui sont des échanges gratuits entre jardins botaniques, eh bien, aujourd'hui, on fait attention sanitairement, et pour limiter l'arrivée en France d'espèces potentiellement envahissantes, eh bien, on a des règles qu'on est obligé de suivre parce que potentiellement, les pratiques des jardins botaniques peuvent poser des problèmes. Voilà. Et puis un autre élément qui est en lien fort, et je vais terminer avec ça. Ça va, j'ai le temps, non? Je ne sais pas si je ne me rends pas compte, je n'ai pas préparé. Voilà. Et un autre élément important aussi, c'est Nagoya, puisque toutes ces espèces végétales qu'on a dans les jardins botaniques, ça représente une richesse. C'est source de molécules de manière extrêmement importante pour potentiellement des médicaments, de la cosmétique et autres. Eh bien, on a ces collections. On a beaucoup de programmes. On est très souvent sollicité par des laboratoires qui veulent récupérer certaines de nos plantes. Mais compte tenu des règles internationales, notamment Nagoya, eh bien, nous, on échange des plantes entre jardins botaniques parce qu'on est uniquement dans un échange à vocation scientifique et de préservation. Mais dès qu'on sent qu'on vient nous solliciter pour une éventuelle retombée économique, eh bien, malheureusement, on ne peut pas donner du matériel végétal comme ça, puisque une orchidée de Madagascar, eh bien, elle est arrivée chez nous par le fait de l'histoire et de ses accumulations au cours des dizaines d'années. On a ces plantes issues du monde entier. Malheureusement, on n'a pas, nous, l'autorisation, jardin botanique de Nancy ou de Strasbourg, d'aller donner du matériel génétique malgache à un laboratoire pharmaceutique. Donc, dès qu'on sent qu'il y a une sollicitation qui a éventuellement un intérêt économique, eh bien, malheureusement, on refuse et on dit, voilà, écoutez, si vous êtes intéressé par cette orchidée de Madagascar, eh bien, contactez les autorités de l'environnement de Madagascar et voyez avec eux si, dans le cas de Nagoya, ils acceptent de vous mettre à disposition ce matériel ayant potentiellement un intérêt et des retombées économiques. Voilà. Mais c'est une richesse, c'est un patrimoine qui est extrêmement important. Voilà. Et tout ça, c'est des déclinaisons de textes internationaux. J'ai fini, non? Ou il y en a encore? Je ne sais plus. Il y en a encore? Non, c'est fini? Ah bon, d'accord. Bon, voilà. Je voulais juste vous présenter quelques considérations de nos pratiques des jardins botaniques en lien avec ces textes internationaux qui sont établis. Voilà. Merci Frédéric Pout. C'était vraiment passionnant parce que ça nous met effectivement les choses au clair par rapport à des choses pratico-pratiques. Alors, on va passer aux questions. Est-ce que Jean-Yves, tu peux te balader avec le micro? Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un parmi vous, il faudrait nous remettre un petit peu de lumière aussi, peut-être Jean-Yves, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait des questions? Bon, en attendant que vous vous décidiez, moi j'en ai une qui va peut-être paraître un peu provocante, mais est-ce que
par exemple, vous auriez un exemple d'une décision qui a été prise lors d'une COP, par exemple la COP 15, voilà, on préconise ceci, et qu'est-ce que ça a donné maintenant, 2 ans après, au niveau de la COP 16 ? C'est aussi en relation avec tous les critères d'évaluation, éventuellement, dont nous a parlé Michel de Rousseau. Est-ce que vous... Pierre ? Oui, alors par rapport à la COP 15, la principale... ce qui est ressorti de cette COP, en fait, c'est le cadre stratégique mondial. Donc ça, c'était vraiment le gros truc donc, qui a pris quasiment 2 ans avec le Covid. Et donc, très concrètement, aujourd'hui, on a un nouveau cadre stratégique mondial qui fixe un certain nombre d'objectifs, comme par exemple, effectivement, la préservation de 30% de la biodiversité terrestre et 30% de la biodiversité marine. Donc, on en est encore à avoir juste décidé qu'on va aller jusqu'à 30%. Voilà. En quelle année ? En 2050 ? C'est 2030. 2030, donc c'est 10 ans. Donc ça, c'est demain. En fait, voilà, et justement, la COP16, son objectif, maintenant, c'est de vérifier que les États ont déjà transcrit ça dans des plans stratégiques nationaux. D'accord. Et de définir, en fait, justement, des indicateurs, des outils de suivi de cette mise en œuvre de ces objectifs. D'accord. Au lieu d'évaluer à la fin, on s'occupe maintenant de mettre des outils très précis pour évaluer au fur et à mesure la mise en œuvre de ces objectifs. Donc on passe du baratin, de la discussion, à quelque chose de vraiment réel. Frédéric. Donc, comme vous êtes un peu provocateur... c'est mon job. Hein. Voilà, c'est ça. Non, juste dire les jardins botaniques, et mon collègue me disait, ça m'a fait plaisir que les jardins botaniques sont des acteurs assez puissants dans ce domaine. C'est vrai que les jardins botaniques, du coup, à travers toutes ces stratégies, elles retrouvent un nouveau souffle, parce qu'elles retrouvent une vraie utilité, au-delà de la dimension touristique et culturelle. Et les jardins botaniques, donc à l'échelle internationale, je vous ai parlé du BGCI, on a créé donc au sud de Londres une banque mondiale qui s'appelle la Millennium Seed Bank, où des dizaines et dizaines de pays participent, et on a des correspondants dans chacun des pays du monde. En France, donc l'antenne, c'est le muséum, avec des protocoles communs, qui s'appelle le protocole ENSCONNET de collecte. Et donc cet objectif des 30% de préservation à l'échelle mondiale de la biodiversité, très très clairement, le réseau BGCI aujourd'hui, on a la liste de toutes les plantes qui sont cultivées dans les jardins botaniques. On a une liste commune qui est faite et on a créé ensemble cette Millennium Seed Bank où, d'un point de vue commun, tous les pays du monde viennent mettre leur biodiversité dans cet endroit-là. Voilà. Donc ça, je parle de plantes sauvages. Hein. Je parle de plantes sauvages. Je ne parle pas du Schwarzwald, qui est une initiative privée, qui est autre chose. Hein. Mais nous, en tout cas, concrètement, il y a des textes. Et aujourd'hui, la Millennium, elle existe. Et il y a des milliers et des milliers de plantes qui sont sauvées grâce au réseau des jardins botaniques. Justement, je voulais poser la question de ce stockage des graines dans la glace au fin fond de la Norvège. Ça n'a rien à voir. C'est pas relié du tout au système des COP et aux organisations internationales. C'est vraiment, comme le dit Frédéric, privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau international, en fait, tout le monde peut s'en saisir. Justement, c'est ça qu'on expliquait. Dans une COP, en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui viennent soit être observateurs, soit en fait être directement négociateurs, puisque on l'a pas bien précisé, mais effectivement, les seuls qui ont véritablement le droit de voter ou de s'exprimer, ce sont les États. Les observateurs sont en second plan, mais en fait peuvent essayer d'influencer les États d'une certaine manière. Mais en tout cas, l'échelle internationale vient définir en fait des grands axes, et ensuite après plusieurs acteurs peuvent se saisir de ces axes-là. Et donc on a un excellent exemple du jardin botanique qui vient en fait se saisir de ce qui a été discuté pour essayer de mettre en place des initiatives. Alors spécifiquement cette initiative, je ne la connais pas, mais je ne sais pas. Ouais. Je crois que c'est une initiative privée en fait. Hein. Je crois que c'est une initiative privée. Il y a eu beaucoup de buzz autour de ça. C'est une initiative privée. C'est des acteurs privés qui exploitent de la biodiversité. Et c'est essentiellement des variétés. Des variétés de légumes, des céréales et autres. Donc c'est vraiment 2 réseaux. Je ne sais pas si d'autres en... Non, mais je crois que plus en parler, mais à dire. En tout cas, c'est des cultivars.
Une question ? Oui, moi j'ai une question. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'observation, dans dans le référencement des plantes, que finalement les jardins botaniques vont récupérer certaines plantes pour, au cas où si elles disparaissent, eh ben, on en garde au moins une. Mais concrètement, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est fait pour qu'on arrête la bétonisation ? Parce que là, ça, on n'en a pas parlé, ce que nous, à notre échelle, on peut observer. Vas-y. Oui, si, vas-y, Michel. D'accord, ok, on fait comme ça. Je peux vous donner un exemple tout simple. Hein, c'est que je peux parler des Vosges, hein, c'est juste à côté. On a dans les Vosges, on a un réchauffement climatique. Donc toutes les plantes alpines, on a encore des plantes d'influence alpine qui sont sur les hauteurs des Vosges. Eh bien, plus le climat se réchauffe, plus elles se raréfient. On a des pratiques agricoles sur les Hauts-de-Chaume avec des retournements de prairies anciennes, des engrais, des pratiques agricoles d'intensification animale qui posent des problèmes. On a un autre problème en ce moment, là vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais c'est les chamois. Hein. Autour du Honeck, les chamois c'est magnifique, sauf qu'il y a des plantes rarissimes autour du Honeck qui se font labourer tous les printemps par les chamois. Eh bien, le jardin botanique du Chitelet, hein, je gère 2 jardins, je gère le jardin de Nancy et une annexe qui est au col de la Chourde s'appelle le Chitelet. Eh bien, on en est aujourd'hui à collecter des graines de ces plantes-là, à les semer au jardin et à les réintroduire pour faire du renforcement de population. Donc concrètement, même là, juste à côté, à 100 km d'ici, les jardins botaniques, on est dans la sauvegarde de plantes qui deviennent de plus en plus raréfiées. Après, sur les PLUI, enfin, je ne sais pas, tu peux peut-être en parler, mais il y a quand même des textes qui sont faits quand même en termes d'urbanisme sur la végétalisation et sur ces choses-là, quoi. Mais c'est moins mon sujet. Je pense que le sujet que vous évoquez, en fait, c'est on pense globalement, on met des principes en place, des objectifs, puis après, il faut agir localement. Hein. Je crois que c'est toujours pareil. Et alors, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est pas alternatif, c'est ensemble. C'est et globalement et localement. Donc, c'est le sens de ces COP. Et après, il faut s'en saisir. Hein. Il faut saisir ce qui sort de ces instances internationales, les décliner. Je vais vous donner 2 exemples. Alors, vous allez me dire que c'est encore loin du terrain, mais enfin, 2 exemples tout de même. Le récent règlement européen sur la restauration de la nature, qui est un des volets biodiversité de ce qu'on a appelé le pacte vert, le Green Deal, qui a du plomb dans l'aile actuellement, s'inspire directement des objectifs définis à la COP 15. Dans le cadre du Canton Malabrais, on retrouve toujours la règle des 30%. Et là, l'objectif, il est calibré sur 2050, mais l'objectif international de 2030, il est dans la trajectoire fixée par l'Union européenne. Et quand on voit le mal qu'ont eu les parlementaires et les dirigeants européens à faire aboutir ce texte, jusqu'en dernière minute, ça a été le coup de théâtre, hein, parce qu'il y a des oppositions fortes à la parution du texte. Et il en est sorti un texte qui est compliqué, avec des nombreuses exceptions, des dérogations. Donc on est très loin d'un résultat, bien sûr. Après, comme c'est un règlement européen, il s'applique dans les droits nationaux des États membres. Et là, il va falloir maintenant que les États mettent en place des plans nationaux de restauration. Ces plans, s'ils ne sont pas discutés en concertation au niveau régional avec tous les acteurs, ils seront un exercice technique, technocratique, ils n'aboutiront pas à grand-chose, c'est clair. Là, il y a un véritable enjeu. Donc, on ne peut que vous inviter, j'espère que les négociations se feront les concertations se feront au niveau régional, à participer, vous, vos associations, à ces débats. Le deuxième exemple, je serai court, hein, c'était, vous avez dû entendre parler de Natura 2000, donc c'est la directive Habitat de 1992. Eh bien, elle s'inspire directement des objectifs et des mécanismes qui ont été définis bien des années avant dans la Convention de Berne sur la protection de la vie sauvage. Et vous voyez, ça marche comme ça, par capillarité, par renvoi, mais ça donne une direction et au moins les États et les autres parties se parlent quelque part. Il vaut mieux se parler que s'ignorer ou se faire la guerre, par exemple. Oui. J'avais une question à propos de votre réponse précédente.
Donc cet objectif de préserver 30% de la biodiversité, est-ce que ça correspond aux 30% les plus critiques qu'il faut préserver là tout de suite maintenant, et les 70% seraient moins critiques, ou c'est une question de limite de budget ou peut-être d'ambition? Je ne me rappelle plus exactement comment les pourcentages avaient été calculés, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le résultat de négociations. Moi, je pense que, enfin, dans le souvenir que j'ai, c'est d'après les informations des listes rouges et des classifications dans les degrés d'urgence qui existent, on estime après qu'il faudrait arriver à protéger 30%, par exemple, des écosystèmes marins ou de la biodiversité terrestre, avec une date. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de protéger après 2030 ou 2050, mais quand on dit 30% en 2030, c'est un palier qu'il faut atteindre, et ensuite on passe à un deuxième palier, qui peut être, effectivement, d'arriver à 30% de plus ou 40% de plus, et idéalement de tendre vers l'objectif 100%. Mais là, on est dans l'idéal. Hein. Voilà. Merci. Oui. Oui, allez-y. Bonjour tout le monde. Je voudrais revenir sur la question des jardins botaniques. En matière, c'est un produit qui a de l'essor aujourd'hui. Est-ce que, pédagogiquement parlant, en matière de sensibilisation, est-ce que la présentation de ce produit, est-ce que c'est la même dans le monde, ou il y a des différentes manières entre l'Europe, l'Asie, etc. C'est ma première question. Ma deuxième question concerne les jardins botaniques dans les régions arides ou semi-arides. Est-il possible? Et c'est une remarque, enfin c'est une invitation. Alors notre débat peut continuer samedi, si vous voulez. Il y a la fête de la science, intitulée cette année Océan de savoir. Et donc il y aura samedi 5 octobre au Palais universitaire 3 conférences, une sur la biodiversité, une sur l'eau, une sur les sciences participatives en rapport avec la biodiversité. Voilà. Merci de nous informer de ça. Est-ce que vous pouvez répondre? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Frédéric? Ce que je peux dire, c'est que, comme je l'ai dit dans mon propos, cet été, on s'est retrouvé donc une semaine à Singapour avec 900 personnes. Et comme je le disais, que vous soyez à Chicago, à New York, à Tokyo ou à Séoul ou ailleurs, enfin, ça m'a vraiment surpris qu'on ait tous ces textes-là, enfin, on est tous alignés. On se réunit tous les 4 ans, mais on est vraiment alignés sur ces mêmes stratégies. Et qu'est-ce qu'on fait comme programme éducatif, comment on va inventorier, comment on définit les zones, qu'est-ce qu'on met en herbier, quelles sont les stratégies des espèces exotiques envahissantes. Enfin, on est vraiment dans des déclinaisons. On s'est retrouvés, on est chacun dans des pays différents, avec des diversités biologiques qui sont différentes, bien évidemment. Mais je veux dire, on a tous les mêmes problèmes, quoi. Et pour la deuxième question sur les zones arides, je travaille en ce moment, il y a un grand projet entre la France et l'Arabie Saoudite qui s'appelle Aloula, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la création d'une immense zone créée par notre ami Mohamed Ben Salman. Mais donc, il veut créer une grande zone touristique qui s'appelle Aloula, dans laquelle il y aura des musées, des hôtels, enfin tout un tas de choses. Et il y a la création d'un jardin botanique. Donc, on est une équipe, hein, on est 3, et on crée un jardin botanique en ce moment à Aloula. C'est des proportions, c'est 10 millions de plantes qu'il faut produire, c'est 250 hectares, c'est pharaonique. Hein. Et on est dans Ilneveul, dans le secteur d'Aloula, donc on est le long de la route de... Comment? Oui, c'est ça, voilà. Et donc, ils ne veulent que de la flore locale, donc tous les aménagements paysagers qu'avec de la flore locale, donc plus de flore exotique, un centre de conservation... un centre d'éducation pour la population, etc. Donc, qu'on soit en zone sèche ou en zone... Ce qu'on est en train de faire à Aloula dans le jardin botanique, c'est exactement ce qui se fait ailleurs dans le monde. Voilà, exactement. Avec juste un petit problème, c'est l'eau. Hein, c'est qu'il y a presque plus d'eau et qu'on veut créer des immenses pépinières et on veut créer des zones très très belles et vertes dans un endroit où malheureusement il n'y a pas beaucoup d'eau. Voilà. Mais il y a du pétrole. Alors, pour info, donc, cette production des laines sera mise en ligne sur le site du Jardin des Sciences. Allez le voir, hein, parce que c'est super, il y a plein de choses intéressantes. Donc, quelques jours après la rencontre, parce qu'elle doit finir son travail, mettre au point tout ça.
Et la captation audio qu'on a réalisée sera disponible en podcast sur le même site et sur le site rcf.fr ou sur l'appli RCF. Encore quelques informations. Le prochain rendez-vous Épique Époque, c'est le jeudi 7 novembre. Continuerons-nous à faire des enfants ? Question faramineuse. Continuerons-nous à faire des enfants ? Je vous rappelle aussi que demain commence la fête de la science du 4 au 14 octobre. Merci, monsieur, de nous l'avoir rappelé. Et là, ça intéresse particulièrement le Jardin des Sciences et les amoureux des conférences du lundi. Ces fameuses conférences du lundi au Palais U, ça recommence. Et ça recommence ce lundi prochain, après-demain. Voilà. Merci encore à vous tous. Merci aux invités qui ont été excellents. Paul, oui. On a retrouvé la cam. Ah bon, alors profitons-en. Hélène, voilà. Bonjour. Voilà. Hélène, on la voit. Enchantée. Du coup, ça allait très vite. Il y avait beaucoup de termes très techniques à engranger. Mais du coup, moi, ce que j'ai pu noter pour le moment, c'est surtout le mode de fonctionnement du réseau des jardins botaniques et les objectifs aussi de l'UICN. Donc, par rapport à la COP, l'UICN, du coup, c'est de l'autre slide, je crois. Voilà. Donc, avec les propositions de l'Union internationale pour la conservation de la nature et les acteurs concernés dans les COP pour le fonctionnement des COP et tout le truc sur la Colombie et tout ça, ça allait très vite. Du coup, je finirai chez moi. Mais j'ai pris des notes. Merci Hélène, merci à vous tous d'avoir participé, merci d'avoir applaudi nos conférenciers et notre illustratrice et passez une belle fin de soirée et rendez-vous le mois prochain.